Donc dans cette deuxième séquence consacrée à la partie éthique de la philosophie, je voudrais insister sur la question du contenu de ces principes, en partant d'un diagnostic qu'on entend souvent dans la société contemporaine, l'idée d'une sorte de crise des repères, de crise de la morale, l'idée qu'aujourd'hui cette morale serait défaillante. On entend souvent cette remarque aussi associé à une sorte de projet qui consisterait en effet à remoraliser la politique, remoraliser peut-être le capitalisme ou les activités économiques. Il faut bien avoir conscience qu'à côté de ce diagnostic d'une crise, on n'a bien souvent pas du tout l'intention de revenir à ce qu'on pourrait appeler un ordre moral. L'ordre moral, c'est ce qui pouvait exister par exemple dans les sociétés traditionnelles ou ce qu'exigent aujourd'hui encore les fondamentalismes. L'ordre moral, c'est l'idée que c'est la totalité de la vie humaine qui est contrôlée, qui est, disons, soumise à des impératifs, à des règles, à des règlements parfois très précis qui valent du berceau à la tombe, du matin au soir, et tout au cours de l'année. C'est l'idée que, d'une certaine façon, la collectivité ou le dogme, quand c'est une morale religieuse, nous oblige à nous conformer à des actions, que dois-je faire, nous conformer à des actions qui sont prédéfinies et qui s'imposent à nous. Et donc on est dans une situation aujourd'hui assez ambivalente entre d'un côté le sentiment de crise de repères et de l'autre l'idée que nous ne voudrions pas que la morale, comme on disait jadis, nous dicte nos actions constamment et dans tous les secteurs de notre existence. Vous voyez donc à la fois le sentiment d'une pénurie de morale d'un côté et le sentiment d'un refus d'excès de moralisation de l'autre. Alors je crois que pour comprendre cette ambivalence de la morale contemporaine, il faut essayer de revenir à ce qui constitue le cœur d'une pensée morale, et quand on y réfléchit, en vérité, on pourrait se dire qu'en matière d'éthique ou de morale, finalement, les principes sont en nombre extrêmement limité, et sur ces principes, il y a consensus depuis, j'allais dire, une bonne partie de l'histoire de l'humanité. En fait, on pourrait même considérer que les principes moraux se réduisent à trois principaux. Le principe de base, c'est celui qu'on appelle la règle d'or. On le trouve dans l'histoire de l'humanité depuis des temps immémoriaux, aussi bien chez Confucius, aussi bien chez Lao Tse, aussi bien dans la philosophie grecque, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. C'est l'idée très simple, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais qu'autrui te fasse. J'allais dire, principe de base qu'on peut appeler le principe de non-préjudice, qui envisage une espèce de réciprocité et qui constitue le principe, encore une fois, fondamental de toute morale possible. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. À ce principe fondamental, on peut en ajouter deux autres qui représentent un niveau supplémentaire, si l'on peut dire, de moralité. Enfin, on pourrait dire que le premier principe, si on le respecte, non préjudice, c'est bien, c'est déjà très bien, mais disons que c'est le niveau un peu école maternelle en matière de morale. Si on est un tout petit peu plus exigeant, on peut envisager un deuxième principe, moins clair, je le concède, où on pourrait formuler de la manière suivante: ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi ou à tes proches. Ne laisse pas faire. Principe qu'on pourrait qualifier de principe de non-indifférence. Non-indifférence, vous voyez en quoi ce principe ajoute quelque chose. Imaginons la situation, je suis dans la rue, je croise une personne qui me tend la main pour me demander l'aumône, je passe mon chemin, je ne porte pas de préjudice. Je ne lui porte pas de préjudice, mais je suis en quelque sorte indifférent à son malheur. Et ça se verrait particulièrement dans une situation où cette personne qui m'a tendu la main, si d'un seul coup, et que je néglige, si d'un seul coup elle a un accident très grave, se fait renverser par une voiture, etc., là, d'une certaine façon, je devrais venir l'aider. C'est-à-dire que je devrais l'aider. L'urgence, en quelque sorte, plaide pour qu'il n'y ait non-indifférence. Et si j'étais indifférent à cette situation où cette personne serait dans un état de mort potentielle, là, pour le coup, vous voyez bien qu'il y aurait une sorte
de préjudice et d'assistance, comment dire, à personne non-assistance à personne en danger. Donc, le principe de non-indifférence qui consiste à dire il ne suffit pas de ne pas porter préjudice aux autres, il faut ensuite être attentif à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils éprouvent. Troisième niveau, alors là, qui consisterait un niveau ultime, qui n'est pas simplement la non-préjudice, pas simplement la non-indifférence, mais qui serait ce qu'on peut appeler positivement, cette fois-ci, la bienveillance. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'autrui te fasse, ou à toi ou à tes proches. Alors, principe de bienveillance qui est certes très souhaitable, on peut dire que voilà, j'attends de l'autre qu'il se comporte avec moi comme je souhaiterais que je puisse me comporter avec les autres. Mais qui comporte une difficulté, c'est pour ça qu'ils sont moins clairs, ces deux derniers principes, que le précédent. Et pour bien prendre conscience de cette difficulté, je vous cite cette petite objection de Georges Bernard Shaw, qui est un moraliste, écrivain, qui meurt en 1950. Voilà ce qu'il écrit. « Ne faites pas à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Il se peut que leurs goûts ne soient pas les mêmes. » Alors évidemment, c'est prononcé de façon ironique. Que leurs goûts ne soient pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut être attentif au fait qu'en faisant aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse, je parie sur le fait que nous nous ressemblons. Et donc c'est toujours délicat de projeter ce que nous-mêmes considérons comme un bien sur le fait que l'autre pourrait le considérer comme un bien. En l'occurrence, les goûts ne sont pas forcément les mêmes. C'est pour ça que dans les formulations que j'adopte, n'est-ce pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi ou à tes proches, ou fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ou à tes proches. J'ajoute les proches. Cas de figure le plus caricatural, imaginons un personnage qui soit masochiste, il a très envie qu'on lui fasse mal. Bon, simplement, effectivement, les goûts ne sont pas partagés en la matière et il serait très risqué d'universaliser cette maxime. C'est pour ça que j'ajoute les proches, parce que même si j'étais masochiste, je pourrais considérer que ce masochisme-là vaut pour moi, mais certainement pas pour mes proches, pour mes enfants, et que leur goût demande à être déterminé par eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ajoute à soi et à ses proches. C'est pourquoi, vous voyez, en quel sens d'ailleurs, souvent, la morale est assez proche, sans s'y confondre, de l'amour, et en tout cas de l'affection ou de la tendresse. Donc voilà trois principes. Ces trois principes, je résume: principe de non-préjudice, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. Principe de non-indifférence, ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi ou à tes proches. Principe de bienveillance, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ou à tes proches. Eh bien, ces trois principes paraissent assez universels. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule morale dans l'univers et dans le monde qui pourrait envisager que ces trois principes ne fonctionnent pas, qui pourrait nier l'un de ces principes. Et je pourrais même dire, je crois, qu'une morale qui le ferait serait précisément pas une morale. En tout cas, serait une morale radicalement contradictoire. Donc nous avons trois principes solides, anciens, aucune originalité en la matière, ils sont valables depuis l'origine des textes humains jusqu'à aujourd'hui, et encore une fois, logiquement, une morale ne saurait s'en priver. Ce qui pose la question, pourquoi vivons-nous le sentiment d'une crise, alors que ces principes sont extrêmement solides et paraissent valoir aujourd'hui comme hier de manière absolument incontestable? Eh bien, je crois que le sentiment de crise que nous vivons ne concerne pas le contenu de ces principes, encore une fois incontestable, mais il concerne le contexte dans lequel ces principes s'expriment, et il concerne plus exactement et plus précisément trois domaines qui, effectivement, amènent l'idée qu'il y a une forme d'incertitude qui est apparue. Première question, d'où viennent ces principes? Deuxième question, où s'appliquent-ils? Troisième question, à qui s'appliquent-ils? Je reviens très vite sur ces trois dimensions. D'où viennent ces principes? C'est la question de la fondation de la morale.
Est-ce que ces trois principes, encore une fois, qui sont incontestables, qui existaient chez Confucius, dans la Bible, dans même la morale démocratique, qu'est-ce qui les fonde? Pendant très longtemps, on a considéré que les fondements devaient être, pour qu'ils soient solides, à l'extérieur de l'humanité. Et on a envisagé que ces principes, d'une certaine façon, ils étaient fondés sur la tradition, ce qu'on appelle les mœurs. C'était comme ça qu'on devait se comporter. Première fondation, qui nous vient de l'extérieur, du passé. C'est nos ancêtres qui nous ont enseigné ces principes, et donc il faut obéir parce qu'ils sont traditionnels. Deuxième fondation possible, essayer d'envisager que ces principes, on puisse les identifier non pas simplement dans un passé, mais dans la nature des choses, dans l'ordre des choses. Et que s'ils ont de la valeur, c'est parce qu'ils sont naturels en quelque sorte. Ils sont dans la nature elle-même et nous déduisons notre morale de la nature. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, qui consiste à dire, c'est l'évidence, que ces principes ont de la valeur, non pas simplement parce qu'ils viennent du passé, non pas simplement parce qu'ils sont inscrits, pour ainsi dire, dans l'ordre des choses, dans la nature, mais parce qu'ils nous ont été transmis par une entité transcendante, Dieu, qui nous a obligés ou qui nous a conseillé ou qui nous a demandé d'y obéir. Vous voyez, on a affaire ici à trois fondements. Est-ce que la morale nous vient du passé, ce sont les mœurs? Est-ce qu'elle nous vient de la nature des choses? Ou est-ce qu'elle nous vient de l'auteur de la nature des choses, à savoir Dieu le Créateur? Ce sont trois fondations transcendantes de la morale. Et c'est peut-être ça qui donne le sentiment de crise, c'est que ces trois fondations transcendantes sont rentrées dans une logique du doute. Nous doutons du passé, nous doutons de l'ordre des choses, et nous doutons peut-être aussi des religions, des dogmes, ne serait-ce que parce qu'il y en a plusieurs. Et donc cette fondation transcendante de la morale ne nous paraît plus efficace aujourd'hui, d'où l'idée, alors soit de l'absence totale de fondation, ça sera la position de Nietzsche, je n'y reviens pas, soit l'idée qu'on peut envisager une fondation immanente à l'homme, c'est-à-dire l'idée que ces principes, ils ne viennent pas d'ailleurs de l'humain, mais ils sont la condition de possibilité pour l'humain de vivre avec les autres. Fondation donc immanente qui exige d'explorer en l'homme la fondation de ces principes. Sans ces principes, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et c'est ce qui les fonde. Voilà. Sans message religieux, sans message traditionnel, sans message naturel, c'est ce qui les fonde, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Évidemment, cette fondation immanente semble beaucoup plus fragile que quand les règles morales, j'allais dire, nous tombaient du ciel et qu'il suffisait d'y obéir. Vous voyez en quel sens on peut avoir, avec cette fondation, le sentiment d'une crise de la morale. Deuxième idée, la crise de la morale n'est pas simplement le fait de d'où viennent ces principes. C'est à quoi s'appliquent-ils? Quel est leur champ d'application? Et là aussi, il y a une sorte de nouveauté dans la condition humaine, c'est que les champs d'application de la morale se sont ouverts considérablement au fur et à mesure que le pouvoir humain, que la maîtrise humaine se développait. Maîtrise de l'environnement, question environnementale, question de bioéthique. Vous voyez que les secteurs dans lesquels l'homme a de plus en plus de pouvoir, eh bien, se sont considérablement élargis par rapport à les sociétés traditionnelles où le pouvoir humain était relativement plus restreint. Et donc, le sentiment de crise éthique vient du fait que nous avons beaucoup plus de pouvoir. Vous savez, ce grand philosophe qui disait plus de pouvoir, de grands pouvoirs appellent de grandes responsabilités. Bon, c'est pas un grand philosophe, il s'agit de Spider-Man. De grands pouvoirs appellent de grandes responsabilités, c'est exactement cette question. Plus il y a de possibilités d'agir en matière de bioéthique, en matière de biologie, la possibilité de modifier l'espèce humaine, la possibilité de la modifier irrémédiablement, de l'augmenter, de l'améliorer, mais aussi de la modifier, la possibilité potentiellement de dévaster la planète. Autant d'éléments que la moralité traditionnelle ne se posait pas, parce que le problème ne se posait tout simplement pas, et qui se pose aujourd'hui. Donc le sentiment crise éthique, c'est d'être confronté à des questions technologiques, comportementale pour ce qui est de l'humain, à l'égard de la planète, à l'égard de l'environnement, à l'égard du climat, à l'égard de la biologie, à l'égard de l'intelligence artificielle, des univers totalement nouveaux sur lesquels nous sommes totalement vierges en matière de réflexion éthique.
ce sont des questions nouvelles. On a beau chercher dans le texte biblique, dans la morale des anciens, on ne nous dira jamais rien sur les questions de l'intelligence artificielle, sur la question de l'Internet, sur éventuellement la possibilité de modifier génétiquement l'espèce humaine. Et donc nous sommes face à ces nouveaux problèmes assez démunis. Voilà ce qui engage effectivement le sentiment d'une crise éthique, même si, encore une fois, les 3 principes restent valables. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse, ne laisse pas faire à autrui, et fais à autrui. Ces 3 principes restent incontestables, simplement leur champ d'application s'est considérablement renouvelé. Premier point, on l'a vu, crise des fondements. Deuxième point, crise de l'application. Troisième point, peut-être le plus difficile, le plus redoutable, c'est la question qui est autrui. C'est-à-dire non seulement où sont fondés ces principes, non seulement où s'appliquent-ils, mais à qui s'appliquent-ils? Qui est autrui? Et là encore, confronté à une immensité de problèmes tout à fait neufs, tout à fait nouveaux, on peut considérer que pendant l'immense partie de l'histoire de l'humanité, l'autrui, c'était le membre de la famille, le voisin, de la tribu, du clan, et que la sphère de l'autrui, si je puis dire, se limitait très fortement aux gens de notre entourage. Et qu'on se moquait de la tribu voisine, qu'on les considérait, si je puis dire, comme des autrui, un peu moins autrui que nous. Et donc, le sujet moral n'était rien d'autre que nous-mêmes ou nos très proches, très très proches. Ce qui caractérise l'univers démocratique, et c'est sa spécificité, peut-être aussi sa grandeur, c'est qu'on a affaire à, si je puis dire, une extension du domaine de l'autrui. Autrui, ce sont pas seulement les membres de ma famille, de mon village, de ma région, de ma nation, mais c'est l'ensemble de l'humanité. Et cette question d'une définition de l'ensemble de l'humanité, à qui précisément je dois appliquer les 3 principes. Ne fais pas à autrui, ne laisse pas faire, et fais à autrui. Eh bien, la question des frontières de l'humain se pose. Et voyez qu'en ce sens, de nouveaux problèmes apparaissent, très redoutables. Quand commence un autrui? À partir de quel moment l'humanité apparaît dans la vie individuelle? Est-ce que c'est l'embryon? Est-ce que c'est la naissance? Première vaste question. À quel moment un autrui finit? Est-ce que c'est quand on atteint, pardon de la provocation du terme, le statut de légume? Et dans ce cas-là, on peut considérer qu'il faut mettre fin au jour des autrui qui ne sont plus vraiment des autrui, parce qu'ils sont dans un état de sénilité avancée et qu'on peut considérer que la mort est déjà là. Question de l'euthanasie. Mais au-delà de cette question de l'humain, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Quelles sont les frontières de cette humanité? Est-ce que, par exemple, on ne peut pas envisager de considérer qu'un certain nombre d'espèces humaines se rapprocheraient de l'autrui? Est-ce qu'on a le droit de considérer que les animaux n'ont rien de sujet éthique et qu'on peut se comporter à leur égard comme des objets? Ou au contraire, est-ce qu'on a le devoir, peut-être la nécessité de leur reconnaître des droits et d'intégrer à la sphère de l'autrui l'animalité? Tous les débats autour ce qu'on appelle l'antispécisme ou le spécisme aujourd'hui interrogent ces frontières entre l'humain et l'animalité. Et on pourrait élargir à d'autres sujets. Est-ce que les robots, est-ce que l'intelligence artificielle va devoir être considérée comme un autrui? Je n'insiste pas sur ces sujets qui sont immenses, mais je pointève uniquement ces questions. La conclusion, vous le voyez, est très simple. Nous avons aujourd'hui des principes éthiques qui sont tout à fait clairs, qui restent tout à fait clairs, mais qui souffrent, au-delà de leur clarté, d'une incertitude, je le résume et je le répète, qui concerne les fondements. D'où vient que ces principes, nous devons y obéir? Est-ce que c'est une nécessité extérieure ou une contrainte intérieure? Le champ d'application de ces principes, où s'appliquent-ils? Comment résoudre l'infinité de nouveaux problèmes qui se posent à l'humanité et sur lesquels les discours anciens n'ont pas de prise? Et troisièmement, question encore plus abyssale, quelles sont les frontières de l'application de l'autrui, de ces principes, et notamment
Comment définir rigoureusement aujourd'hui en matière de morale cette question simple, qui est autrui ?